Condamné à mort pour un crime qu'il n'a jamais commis, Marc Dupont n'espérait qu'une dernière caresse à la crinière de Tonnerre avant l'aube fatale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son fidèle destrier portait en lui le seul témoignage capable de démasquer le véritable assassin. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La prison de Clairvaux, située dans le département de l'Aube, se dressait comme un monument sinistre sous le ciel gris de février. Ses murs épais, témoins silencieux de centaines d'histoires tragiques, entouraient maintenant celle de Marc Dupont. Cet ancien cavalier de la garde républicaine française, âgé de 42 ans, comptait les derniers jours qui lui restaient à vivre dans une cellule austère du quartier de haute sécurité. Le directeur de la prison, François Leblanc, parcourait le couloir d'un pas lourd, ses chaussures résonnant sur le sol en béton. À ses côtés, le gardien-chef Henri Moreau maintenait une expression impassible, bien que la mission du jour lui pesait visiblement. « C'est vraiment inhabituel comme dernière requête », murmura Leblanc, s'arrêtant devant la cellule numéro 23. « Un cheval dans une prison. Le ministre a dû perdre la tête pour approuver ça. » Moreau haussa les épaules. « Dupont a servi la France pendant 15 ans. Son dossier militaire est impeccable, hormis l'incident. Je suppose que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. » À travers la petite fenêtre de la porte, il pouvait voir Marc assis sur sa couchette, le regard fixé sur une photographie jaunie qu'il tenait entre ses doigts calleux. Son visage, autrefois rayonnant de fierté lors des défilés sur les Champs-Élysées, portait désormais les marques profondes de 10 années d'emprisonnement et d'une bataille juridique perdue. « Dupont », appela Leblanc, en frappant doucement contre la porte métallique. « J'ai des nouvelles concernant votre demande. » Marc leva lentement les yeux, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort considérable. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient maintenant parsemés de gris. Il rangea soigneusement la photographie sous son oreiller avant de se lever pour faire face aux visiteurs. « Le ministre a accepté », poursuivit Leblanc, visiblement mal à l'aise. « Votre cheval, Tonnerre, sera amené dans la cour intérieure après-demain matin. Vous aurez 30 minutes. » Une lueur traversa le regard éteint de Marc, la première étincelle de vie que Moreau avait observée chez lui depuis des mois. « Il est toujours au centre équestre de Saint-Germain » demanda Marc, sa voix rauque après des jours de silence. « Oui » confirma Moreau. « J'ai personnellement contacté le responsable, un certain Philippe Laurent. Il s'occupera du transport. » Marc hocha simplement la tête, incapable d'exprimer la gratitude qui l'envahissait soudainement. Depuis sa condamnation pour le meurtre du colonel Étienne Rousseau, son supérieur direct dans la garde républicaine, il avait perdu tout espoir. Sa femme l'avait quitté après le verdict. Ses parents étaient décédés pendant son incarcération et ses anciens camarades S étaient détournés de lui. Seul Tonnerre, son fidèle compagnon durant 8 années de service, représentait le dernier lien avec sa vie d'avant. « Je dois vous prévenir », ajouta Leblanc, « que plusieurs gardiens seront présents, dont l'agent Vincent Mercier qui supervisera la rencontre. C'est la procédure standard. » À la mention de ce nom, Marc serra imperceptiblement les poings. Mercier, transféré à Clairvaux 2 ans après son arrivée, s'était toujours montré particulièrement hostile à son égard. « Je comprends », répondit-il simplement. Après le départ des 2 hommes, Marc retira la photographie de sous son oreiller. Elle montrait un Marc plus jeune, en uniforme d'apparat de la garde républicaine, monté sur un magnifique étalon noir. Tonnerre avait été bien plus qu'un simple cheval de service. Ensemble, ils avaient participé à d'innombrables cérémonies officielles, escorté des chefs d'État et S était entraîné quotidiennement dans la rigueur de l'excellence militaire. « On se reverra bientôt, mon ami », chuchota-t-il à l'image. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Marc s'autorisa à repenser à cette soirée fatidique d'avril 2013.
Le colonel Rousseau avait été retrouvé mort dans les écuries de la caserne des Célestins, frappé violemment à la tête. Marc, dernier à avoir été vu avec lui lors d'une dispute concernant le traitement des chevaux, était devenu le suspect principal. Malgré ses protestations d'innocence, les preuves circonstancielles s'étaient accumulées, ses empreintes sur l'arme du crime, un marteau de écurie, des témoins de leur altercation, son absence d'alibi pour l'heure du meurtre. Le procès avait été rapide, la condamnation sans appel. Depuis, Marc S. était battu à travers 3 appels infructueux, chacun confirmant la sentence initiale, la peine capitale, rarement appliquée en France mais maintenue pour les crimes militaires exceptionnels en temps de paix. Et maintenant, à 3 jours de l'exécution, son seul souhait était de dire adieu au seul être qui, il en était certain, n'avait jamais douté de lui. Dans son bureau, Leblanc parcourait une dernière fois le dossier Dupont, troublé par un sentiment persistant d'incertitude. 10 ans plus tôt, jeune inspecteur de l'administration pénitentiaire, il avait assisté au procès et n'avait jamais pu se défaire d'un doute quant à la culpabilité de l'accusé. « Quelque chose ne colle pas dans cette histoire », murmura-t-il pour lui-même, refermant le dossier d'un geste las. Il ne savait pas encore à quel point cette intuition était juste, ni comment la visite d'un cheval allait bouleverser le destin d'un homme condamné. Le centre équestre de Saint-Germain-en-Laye baignait dans la brume matinale lorsque Philippe Laurent attacha la remorque à son camion. À 62 ans, cet ancien militaire reconverti en instructeur d'équitation connaissait bien Tonnerre. Après la condamnation de Marc, il avait personnellement veillé à ce que l'étalon noir soit accueilli dans son centre plutôt qu'assigné à un autre cavalier de la garde. « Allez, mon beau », murmura Philippe en entrant dans le box où Tonnerre attendait, déjà scellé mais sans filet. « On va voir Marc aujourd'hui. » À la mention de ce nom, les oreilles du cheval se dressèrent instantanément. Même après 10 ans, Tonnerre semblait comprendre. L'animal, désormais âgé de 18 ans, conservait la prestance qui avait fait de lui l'un des plus beaux chevaux du régiment. « Je n'ai jamais cru à sa culpabilité, tu sais », confia Philippe à l'animal, tout en le guidant vers la remorque. Marc aimait trop ses chevaux pour devenir violent. Cette histoire n'a jamais tenu debout. Le trajet jusqu'à la prison de Clairvaux prit près de 3 heures. Durant le voyage, Philippe ne pouvait s'empêcher de repenser à sa dernière conversation avec Marc, quelques jours avant son arrestation. Le cavalier lui avait confié ses inquiétudes concernant certaines pratiques au sein de l'écurie militaire. Des chevaux maltraités, des registres falsifiés, des fonds détournés, des accusations graves que Marc comptait rapporter officiellement. Et 3 jours plus tard, Rousseau était mort, murmura Philippe pour lui-même, tandis que le paysage de la Champagne défilait par la fenêtre. À Clairvaux, Vincent Mercier terminait de briefer l'équipe de surveillance pour la visite exceptionnelle du jour. Grand, sec, le visage marqué par une cicatrice qui lui barrait la joue gauche, Mercier était connu pour sa discipline inflexible. « Je veux 4 hommes dans la cour en permanence », ordonna-t-il à ses subalternes. Dupont reste menotté jusqu'à l'arrivée du cheval. Ensuite, on lui retire les entraves pour éviter que l'animal ne s'affole. Mais vous restez en alerte maximale. « Vous pensez vraiment qu'il va tenter quelque chose ?» osa demander un jeune gardien. « À 3 jours de... Enfin, vous savez... » Mercier lui lança un regard glacial. « Un condamné à mort n'a plus rien à perdre. N'oubliez jamais ça. » Le directeur Leblanc, qui assistait à la réunion sans intervenir, remarqua la tension particulière de Mercier ce matin-là. Plus que de la vigilance professionnelle, on aurait dit une anxiété personnelle. « Agent Mercier », l'interpella-t-il une fois les autres gardiens sortis. « Un problème avec cette visite ?»« Aucun, monsieur le directeur », répondit Mercier en rangeant ses notes. « Je veille simplement à ce que tout se passe selon le protocole.
Bien sûr, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une dernière volonté, pas d'un interrogatoire. Mercier se contenta d'un hochement de tête sec avant de quitter la pièce, laissant Leblanc pensif. Quelque chose dans l'attitude du gardien le troublait, mais il n'aurait su dire quoi exactement. À midi précis, le camion de Philippe franchit le dernier poste de contrôle. Depuis sa cellule, Marc entendait l'agitation inhabituelle dans les couloirs. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que toute la prison pouvait l'entendre. Pour la première fois depuis son incarcération, il prit soin de son apparence, se rasant méticuleusement et tentant de discipliner ses cheveux grisonnants. « Tonnerre ne t'a jamais vu avec une barbe », lui avait dit Moreau en lui tendant un rasoir sécurisé avec une gentillesse surprenante. Quand la porte de sa cellule s'ouvrit enfin, Marc dut faire un effort surhumain pour contenir son émotion. 2 gardiens l'escortèrent à travers un dédale de couloirs, jusqu'à une petite cour intérieure habituellement réservée aux promenades des détenus à l'isolement. Le ciel était d'un bleu limpide, contrastant cruellement avec la grisaille des murs. Au centre de la cour, Philippe attendait à côté de Tonnerre. Elle, étalon noir, immobile et majestueux, semblait étrangement déplacé dans cet environnement austère. 10 minutes de préparation, annonça Mercier qui supervisait l'opération. Puis 30 minutes d'interaction, pas une de plus. Marc s'avança lentement, presque timidement, disant qu'il n'avait pas respiré l'air libre, 10 ans sans contact avec le monde extérieur au-delà des parloirs stériles et des lettres censurées. « Il a reconnu ton odeur », dit Philippe en souriant. « Regarde ses oreilles. » En effet, Tonnerre avait tourné la tête vers Marc, ses naseaux frémissants. Le cavalier s'approcha doucement, tendant une main tremblante. Le contact avec le museau velouté de l'animal lui arracha un sanglot qu'il tenta de réprimer. « Bonjour, mon ami » murmura-t-il d'une voix brisée. Comme si 10 années s'étaient soudain effacées, Tonnerre hennit doucement et s'approcha de son ancien maître. Marc enfouit son visage dans l'encolure puissante, respirant cette odeur familière qui lui rappelait sa vie d'avant, sa liberté perdue. Les gardiens observaient la scène en silence. Même Mercier semblait momentanément adouci par ce tableau. Seul Leblanc, qui assistait à la rencontre depuis une fenêtre du premier étage, remarqua un détail troublant. Alors que Tonnerre accueillait Marc avec une évidente affection, l'animal semblait étrangement nerveux, ses yeux constamment attirés vers Vincent Mercier, comme si sa présence le perturbait profondément. « Curieux » murmura le directeur pour lui-même, notant mentalement cette observation. Marc caressait l'encolure de Tonnerre avec des gestes lents, savourant chaque seconde de ses retrouvailles inespérées. Philippe S. était discrètement écarté, laissant l'homme et l'animal partager ce moment d'intimité sous le regard vigilant des gardiens. « Tu te souviens de nos patrouilles sur les Champs-Élysées » murmurait Marc. « Tu étais le plus fier, toujours. » Les touristes ne photographiaient que toi. Tonnerre semblait boire ses paroles, ses oreilles mobiles captant chaque syllabe. Puis, soudain, elle étalon se raidit, ses oreilles se plaquèrent en arrière et ses naseaux se dilatèrent. Marc, surpris par ce changement brusque de comportement, suivit instinctivement le regard de l'animal. Vincent Mercier venait de s'approcher pour annoncer que la moitié du temps était écoulée. Tonnerre recula de plusieurs pas, émettant un ronflement anxieux. « Qu'est-ce qu'il lui prend ?» lança Mercier, visiblement mal à l'aise. « Il est juste nerveux », intervint Philippe. « Les chevaux sentent l'environnement carcéral. » Mais Marc avait noté autre chose, quelque chose de étrange. Tonnerre, habituellement stoïque face aux inconnus, manifestait des signes de peur évidents spécifiquement dirigés vers Mercier. Pas vers les autres gardiens, pas vers l'environnement, mais vers cet homme en particulier. « Éloignez-vous un peu, agent Mercier », suggéra Marc avec une assurance qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Vous le stressez. » Le gardien lança un regard noir à Marc, mais recula néanmoins de quelques pas. Immédiatement, Tonnerre se détendit. Du haut de son poste d'observation, Leblanc n'avait rien manqué de cette scène.
Il nota avec intérêt que lorsque Mercier S s'était éloigné, le cheval avait retrouvé son calme presque instantanément. « Moreau » appela-t-il l'agent qui se tenait à ses côtés. « L'agent Mercier a-t-il déjà travaillé avec la garde républicaine ?»« Pas à ma connaissance, monsieur, » répondit Moreau. « Il est arrivé ici après un passage au pénitencier de Fresnes. Avant ça, je crois qu'il était dans la police à Paris. » Leblanc hocha la tête, son regard toujours fixé sur la cour. Une idée commençait à germer dans son esprit, une idée troublante qu'il n'osait pas encore formuler clairement. Dans la cour, Marc avait repris sa conversation avec Tonnerre, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il se souvenait parfaitement de l'entraînement de son cheval. Tonnerre était réputé pour sa mémoire exceptionnelle, une qualité recherchée chez les chevaux de la garde qui devaient reconnaître leur parcours lors des cérémonies officielles. Il se rappelait également que les chevaux, comme les chiens, pouvaient conserver des souvenirs olfactifs pendant des années. « Philippe, » appela doucement Marc, « tu pourrais demander à chaque gardien de s'approcher un par un ? J'aimerais que Tonnerre s'habitue à eux pour le temps qu'il nous reste. » Philippe échangea un regard avec le directeur Leblanc, qui avait rejoint la cour entre-temps et reçu un hochement de tête approbateur. « Messieurs, » annonça Philippe, « pourriez-vous vous approcher à tour de rôle ? C'est une technique standard pour familiariser un cheval avec de nouvelles personnes. » Les gardiens s'exécutèrent, certains avec curiosité, d'autres avec réticence. Tonnerre resta calme lorsque les 3 premiers hommes s'approchèrent. Le 4e, un jeune recrue nommé Mathieu Girard, tendit même la main que le cheval renifla paisiblement. « À vous, agent Mercier », annonça Philippe quand vint son tour. Mercier s'avança, visiblement tendu. À peine eut-il fait 3 pas que Tonnerre recula violemment, hennissant avec force. Cette fois, la réaction était si claire que même les gardiens les plus sceptiques échangèrent des regards surpris. « C'est ridicule », lança Mercier, une goutte de sueur perlant sur sa tempe, malgré la fraîcheur de février. « Ce n'est qu'un cheval. »« Un cheval qui semble vous reconnaître, agent Mercier, » intervint Leblanc, son ton calme contrastant avec la tension palpable. « Ou plutôt, qui reconnaît votre odeur. » Un silence lourd s'abattit sur la cour. Marc fixait Mercier avec une intensité nouvelle, comme si un voile venait de se lever devant ses yeux. « Vous » articula-t-il lentement. « C'est était vous. » Mercier recula, une main s'approchant instinctivement de son arme de service. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Dupont. Votre temps est presque écoulé. » Mais Leblanc avait saisi l'importance du moment. « Agent Moreau, veuillez escorter l'agent Mercier jusqu'à mon bureau. J'aimerais lui parler en privé. » « Monsieur le directeur, » protesta Mercier, « nous sommes en plein protocole de sécurité. »« C'est un ordre, » trancha Leblanc. Puis, se tournant vers Marc, « Votre temps avec Tonnerre est prolongé de 15 minutes, monsieur Dupont. » Tandis que Moreau emmenait un Mercier visiblement agité, Philippe s'approcha de Marc. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il à voix basse. Marc caressa le front de Tonnerre, un mélange de émotions contradictoires traversant son visage, confusion, espoir naissant et une colère longtemps contenue. « Je crois, » répondit-il lentement, « que Tonnerre vient de reconnaître l'odeur du véritable assassin du colonel Rousseau. » Dans le bureau du directeur, Vincent Mercier faisait les 100 pas comme un fauve en cage. Leblanc, assis derrière son bureau, l'observait avec un calme délibéré qui semblait exacerber la nervosité du gardien. « C'est complètement absurde », s'emporta Mercier, brisant enfin le silence. « Vous interrompez un protocole de sécurité à cause de la réaction d'un cheval. »« Pas n'importe quel cheval », répondit Leblanc en ouvrant un dossier. « Un animal spécialement entraîné pour la garde républicaine, connu pour sa mémoire exceptionnelle. » Il en sortit une photographie qu'il posa sur le bureau. « Un animal qui, apparemment,
vous reconnaît, agent Mercier. Je n'ai jamais approché ce cheval avant aujourd'hui, affirma Mercier, mais son regard fuyant trahissait son malaise. Vraiment? Leblanc poussa un autre document vers lui. Voici votre dossier personnel. À Vendée, être muté à Fresnes, vous étiez dans la police parisienne, plus précisément affecté au commissariat du 4e arrondissement de Paris. Et alors, la caserne des Célestins, où était stationné le régiment de cavalerie de la garde républicaine, se trouve également dans le 4e arrondissement. Leblanc s'adossa à son fauteuil. Une coïncidence intéressante, n'est-ce pas? Mercier haussa les épaules avec une nonchalance forcée. Paris est petit. J'ai patrouillé dans tous les quartiers, y compris autour de la caserne des Célestins, la nuit du 12 avril 2013. Le gardien se figea, son visage pâlissant visiblement. Je ne me souviens pas de chaque patrouille d'il y a 10 ans. Bien sûr. Leblanc sortit un dernier document de son dossier. C'est pourquoi j'ai demandé les archives des plannings de la police parisienne pour cette période. Vous étiez bien en service cette nuit-là, agent Mercier, et votre secteur incluait la caserne des Célestins. Dans la cour, Marc continuait de caresser Tonnerre, perdu dans ses pensées. Des fragments de souvenirs, longtemps enfouis par la douleur et le désespoir, remontaient à la surface. Le soir du meurtre, murmura-t-il à Philippe qui se tenait toujours près de lui. J'avais bien eu une altercation avec Rousseau. Il maltraitait les chevaux, falsifiait les registres vétérinaires pour détourner les fonds alloués aux soins. Quand je l'ai confronté, il m'a menacé de me faire muter si je parlais. Philippe hocha la tête, encourageant Marc à continuer. Je suis parti furieux, c'est vrai, mais je suis revenu 1 heure plus tard parce que j'avais oublié mon téléphone dans le vestiaire. C'est là que j'ai trouvé Rousseau mort dans l'écurie. Marc ferma les yeux, revivant la scène. J'ai touché le marteau, stupidement, par réflexe. Mes empreintes étaient dessus, mais je n'étais pas le meurtrier. Tu as vu quelqu'un d'autre? Non, mais... Marc s'interrompit, comme frappé par une réalisation soudaine. Tonnerre était agité ce soir-là aussi. Il était dans le box juste en face du corps. J'ai toujours pensé que C était l'odeur du sang qui l'avait perturbé. Philippe regarda les talons qui se tenaient calmement à leur côté, ayant retrouvé sa sérénité depuis le départ de Mercier. Ou peut-être l'odeur du meurtrier, suggéra Philippe. Les chevaux ont un odorat remarquable. Ils peuvent reconnaître une personne qu'ils n'ont vue qu'une seule fois, même des années plus tard. Et Tonnerre a clairement reconnu Mercier, confirma Marc, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux pour la première fois depuis une décennie. Dans le bureau directorial, la confrontation s'intensifiait. « Vous n'avez rien contre moi », déclara Mercier, bien que sa voix manquât d'assurance. « Pas encore », admit Leblanc. « Mais j'ai suffisamment d'éléments troublants pour ouvrir une enquête. Votre réaction excessive à la simple suggestion que vous pourriez connaître la caserne des Célestins. Votre transfert soudain à Fresnes, moins de 3 mois après le meurtre du colonel Rousseau. Et maintenant, la réaction d'un animal entraîné qui vous reconnaît spécifiquement parmi tous les gardiens présents. Les chevaux ne témoignent pas devant les tribunaux, railla Mercier, retrouvant un peu de son arrogance. Non, concéda Leblanc, mais ils peuvent nous mettre sur la piste de preuves qui, elles, sont recevables. Il se leva, contournant son bureau pour faire face aux gardiens. Comme par exemple les registres de patrouille détaillés, les caméras de surveillance du quartier qui n'ont jamais été vérifiées, ou peut-être des témoins qui ne se sont pas manifestés à l'époque. Mercier croisa les bras, adoptant une posture défensive. Vous perdez votre temps, le dossier est clos, Dupont a été condamné. Un homme innocent pourrait mourir dans 3 jours, répliqua Leblanc, son ton durcissant. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas craindre une nouvelle enquête. Un silence pesant s'installa entre les 2 hommes, rompu uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge murale.
Finalement, Leblanc reprit « Agent Mercier, je vous relève temporairement de vos fonctions pendant que j'informe la direction régionale pénitentiaire et le procureur de ces développements. » La nuit était déjà bien avancée lorsque Céline Beaumont, procureure de la République à Troyes, franchit les portes de la prison de Clairvaux. Malgré l'heure tardive, cette femme de 50 ans à la réputation d'intransigeance avait immédiatement répondu à l'appel de François Leblanc. Les deux fonctionnaires se connaissaient depuis l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Et Leblanc savait qu'elle était peut-être la seule à pouvoir agir assez rapidement dans cette situation extraordinaire. « Tu te rends compte de ce que tu me demandes, François ?» dit-elle, après avoir écouté son exposé complet dans le bureau directorial. Rouvrir une affaire classée, remettre en question une condamnation confirmée en cassation, et tout ça à 72 heures d'une exécution. Sur la base de la réaction d'un cheval, ajouta-t-elle avec un soupir. Pas seulement, protesta Leblanc en lui tendant le dossier qu'il avait constitué à la hâte. Aude Mercier était présent dans le secteur la nuit du meurtre. Il a été muté peu après, et depuis son arrivée ici, il a toujours manifesté une animosité particulière envers Dupont. Céline parcourut les documents, son visage restant professionnel, mais ses yeux trahissant son trouble grandissant. « Il y a autre chose », ajouta Leblanc. « J'ai fait des recherches sur le colonel Rousseau. 2 mois avant son meurtre, il avait lancé une enquête interne sur des irrégularités dans les fournitures de la caserne, des détournements de fonds. Et quel rapport avec Mercier? Son frère, Pascal Mercier, était le principal fournisseur de matériel équestre pour la garde républicaine à cette époque. Les yeux de Céline S. écarquillèrent légèrement. « Tu as des preuves concrètes de ce lien ?» Les registres commerciaux de l'époque. La société s'appelait Equipro SARL. Pascal Mercier en était le gérant et Vincent un actionnaire minoritaire. La procureure se leva, faisant les 100 pas dans le bureau. « Tu réalises que même avec ces éléments, nous n'avons rien de solide. Pas de témoins oculaires, pas d'empreintes, pas d'ADN, mais suffisamment pour justifier un sursis, » insista Leblanc. « Le temps de mener une enquête approfondie. Un sursis n'est pas de mon ressort, François. C'est le ministre de la Justice qui doit l'accorder. Et tu sais comme moi qu'il ne le fera pas sans éléments extrêmement solides. » Dans sa cellule, Marc avait du mal à trouver le sommeil. Les événements de la journée avaient ravivé en lui un sentiment qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Pendant 10 ans, il s'était résigné à son sort, acceptant presque cette mort programmée comme une délivrance après des années d'enfermement et d'humiliation. Mais maintenant, la perspective que la vérité puisse enfin éclater le maintenait éveillé, tendu entre crainte et espérance. On frappa doucement à sa porte. Le gardien Moreau apparut dans l'encadrement. « Dupont, le directeur veut vous voir. » Escorté jusqu'au bureau de Leblanc, Marc fut surpris d'y trouver non seulement le directeur, mais aussi une femme élégante qu'il ne connaissait pas, et, plus étonnante encore, Philippe Laurent. « À Monsieur Dupont, » commença Leblanc, « je vous présente Maître Beaumont, procureur de la République. Nous avons besoin que vous nous racontiez à nouveau, dans les moindres détails, tout ce dont vous vous souvenez concernant la nuit du meurtre du colonel Rousseau. » Marc s'assit, dévisageant tour à tour les personnes présentes. « Pourquoi maintenant ?»« Après 10 ans où personne ne voulait m'écouter. Parce que nous avons peut-être trouvé un nouvel élément, » expliqua Céline. « Mais le temps presse. Nous avons besoin de tout ce que vous pouvez nous donner. » Pendant près de 2 heures, Marc déroula son récit, guidé par les questions précises de la procureure. Il décrivit sa dispute avec Rousseau concernant les maltraitances et les détournements de fonds, son départ furieux, puis son retour pour récupérer son téléphone. « Attendez » l'interrompit Céline. « Vous dites que vous aviez oublié votre téléphone dans le vestiaire. Ce détail n'apparaît pas dans les procès-verbaux de l'époque parce que personne ne m'a cru, » répondit Marc avec amertume. «
Mon téléphone n'a jamais été retrouvé. L'accusation a prétendu que C était une invention de ma part pour justifier ma présence sur les lieux. Quel modèle était-ce ? Demanda Philippe, intervenant pour la première fois. Un Nokia, je ne me souviens plus exactement du modèle, avec une coque bleue personnalisée. Ma fille me l'avait offerte pour mon anniversaire. Votre ex-femme pourrait-elle confirmer cela ? Interrogea Céline. Marc eut un rire sans joie. Delphine a coupé tout contact après ma condamnation. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle avait déménagé à Lyon avec notre fille. Nous la retrouverons, assura Leblanc. Continuez, s'il vous plaît. Marc reprit son récit, décrivant comment il avait trouvé le corps de Rousseau, touché instinctivement le marteau ensanglanté, puis appelé les secours avec le téléphone fixe du bureau de l'écurie. « Et vous dites que Tonnerre était agité ce soir-là » demanda Philippe. « Oui, il s'agitait dans son box, juste en face de l'endroit où gisait le corps. Je me souviens avoir pensé que C était l'odeur du sang qui le perturbait. »« Ou celle du meurtrier » murmura Céline, échangeant un regard significatif avec Leblanc. À l'autre bout de la prison, dans le quartier des gardiens, Vincent Mercier rassemblait hâtivement quelques affaires dans un sac de sport. Sa suspension temporaire lui permettait de quitter l'établissement, une opportunité qu'il comptait bien saisir. Son téléphone vibra, un message de son frère Pascal. « Besoin de te voir d'urgence. La ferme, 1 heure. » Mercier jeta un dernier regard autour de lui. 10 ans qu'il surveillait Dupont, s'assurant que l'homme reste brisé, isolé, sans espoir. Et voilà que tout risquait de s'effondrer à cause d'un cheval et d'un directeur trop curieux. « Pas encore », murmura-t-il en glissant son arme de service sous sa veste. « Ça ne finira pas comme ça. » À l'aube, la ferme des Merciers, nichée dans la campagne auboise près de Bar-sur-Seine, semblait paisible sous la brume matinale. Cette propriété familiale, transmise de père en fils depuis 3 générations, servait désormais de refuge aux 2 frères qui s'entretenaient à voix basse dans la grange. « Tu as tout compromis !» siffla Pascal Mercier, un homme trapu aux tempes grisonnantes. 10 ans à faire profil bas et tu te laisses démasquer par un cheval. « Comment j'aurais pu prévoir ça ?» rétorqua Vincent, jetant nerveusement des regards vers l'entrée de la grange. Personne ne m'aurait jamais lié à cette affaire sans cette visite absurde. Pascal se massa les tempes, visiblement exaspéré. Et maintenant? Ils ont forcément fait le lien avec Equipro. C'est une question d'heures avant qu'ils ne déterrent les contrats, les factures gonflées. Dupont doit être exécuté dans 2 jours, rappela Vincent. Une fois mort, même avec des soupçons, l'affaire restera classée. Personne ne rouvrira une enquête pour innocenter un cadavre. Et le directeur? Cette procureure? Tu crois qu'ils vont laisser tomber comme ça? Vincent caressa la crosse de son arme, un geste qui échappa pas à son frère. Non, Vincent, prévint Pascal, son visage pâlissant. On a déjà un meurtre sur les bras. N'aggrave pas la situation. Que proposes-tu alors? Attendre qu'ils viennent nous arrêter? Pascal se dirigea vers un vieux coffre en bois et en sortit une enveloppe épaisse. J'ai toujours gardé un plan B. Des passeports, de l'argent liquide, des contacts en Suisse. On peut disparaître ce soir même. Et abandonner tout ce qu'on a construit? S'indigna Vincent. Tu préfères passer le reste de ta vie en prison? Répliqua Pascal. Parce que c'est ce qui nous attend si l'exécution est suspendue et que l'enquête est rouverte. À Troyes, dans les bureaux du palais de justice, Céline Beaumont avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe. Malgré l'heure matinale, une dizaine de magistrats et d'officiers de police judiciaire S étaient rassemblés autour d'elle. « Nous avons moins de 48 heures », annonça-t-elle sans préambule. Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Vincent et Pascal Mercier, sur leur société Equipro et sur leur relation avec le colonel Rousseau. Un jeune substitut leva la main. Madame la procureure, pour être clair, nous cherchons à prouver l'innocence d'un homme déjà condamné en cassation.
Nous cherchons la vérité, maître Lambert, corrigea Céline d'un ton ferme. Si cela signifie qu'un innocent a passé 10 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, alors oui, c'est exactement ce que nous faisons. Elle distribua des dossiers à chaque personne présente. Commissaire Dubois, votre équipe se concentrera sur les déplacements de Vincent Mercier la nuit du meurtre. Vérifiez les caméras de surveillance, les témoins potentiels, tout ce qui pourrait le placer à la caserne des Célestins cette nuit-là. Le commissaire, un homme robuste à la moustache soignée, hocha la tête. Nous avons déjà commencé à récupérer les archives vidéo de la préfecture. Maître Roussel, poursuivit Céline, en se tournant vers une magistrate expérimentée, je veux tout sur Equipro. Contrat, transactions, communication avec la garde républicaine. Voyez si vous pouvez établir un lien direct entre l'enquête interne lancée par le colonel Rousseau et les frères Mercier. Tandis que la réunion se poursuivait, François Leblanc se rendait à l'appartement parisien de Delphine Girard, ex-épouse de Marc Dupont. Localisée grâce au service de la préfecture, elle avait accepté de le recevoir après une brève conversation téléphonique. « Je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, expliqua-t-elle en servant un café au directeur. C était une femme fine, aux traits tirés par les épreuves, mais dont la dignité restait intacte. Après le verdict, les journalistes nous harcelaient. Marie, notre fille, avait 12 ans. J'ai dû la protéger, alors nous sommes partis. Je comprends, Madame Girard. Mais aujourd'hui, nous avons des raisons de croire que votre ex-mari pourrait être innocent. Delphine eut un rire désabusé. Je n'ai jamais cru qu'il était coupable, Monsieur Leblanc. Marc adorait les chevaux. Il n'aurait jamais pu tuer qui que ce soit, encore moins dans une écurie. Vous rappelez-vous s'il possédait un téléphone portable avec une coque bleue, un cadeau de votre fille, apparemment. Le visage de Delphine S. éclaira, bien sûr. Marie avait économisé pendant des mois pour lui offrir cette coque. Elle était bleu marine, avec le logo de la garde républicaine gravé dessus. C était une pièce unique, faite sur commande. Avez-vous des photos de ce téléphone? Ou peut-être un reçu de la personnalisation? Mieux que ça, Delphine se leva et se dirigea vers une armoire. Elle en sortit une boîte en carton qu'elle posa sur la table. Voici les affaires personnelles de Marc que la police m'a rendues après son arrestation. Je n'ai jamais eu le courage de les jeter. Elle fouilla dans la boîte et en sortit une facture jaunie. Voilà. Personnalisation coque téléphone Nokia. Modèle exclusif, garde républicaine, bleu marine. Daté du 15 mars 2013, un mois avant l'incident. Leblanc prit le document avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. À Madame Girard, ceci pourrait être crucial. Marc affirme avoir oublié son téléphone au vestiaire le soir du meurtre et être revenu le chercher. Ce téléphone n'a jamais été retrouvé, ce qui a affaibli sa défense. Le commissariat central de Paris bourdonnait d'activité malgré l'heure tardive. Dans une salle remplie d'écrans et d'ordinateurs, le commissaire Dubois et son équipe passaient au peigne fin des centaines d'heures d'archives vidéo. La demande urgente de la procureure Beaumont avait mis en branle une opération d'une ampleur inhabituelle. « Là !» s'exclama soudain une jeune lieutenant, Élodie Vernet. « Regardez la caméra 14, celle du boulevard Henri IV, à 23h17. » Sur l'écran pixelisé, on distinguait un homme se dirigeant vers la caserne des Célestins. Malgré la mauvaise qualité de l'image, sa silhouette correspondait à celle de Vincent Mercier. « Suivez-le sur les autres caméras », ordonna Dubois, se penchant sur l'écran. En recoupant les images de différentes caméras de surveillance, ils purent reconstituer le parcours de l'homme jusqu'à une entrée secondaire de la caserne, normalement utilisée par le personnel d'entretien. Il entre à 23h24 et... Attendez. Élodie manipula les commandes pour accélérer la vidéo. Le voilà qui ressort à 00h12. 48 minutes, murmura Dubois.
L'autopsie place la mort de Rousseau entre 23h30 et minuit. Et regardez sa démarche, ajouta Élodie. À l'entrée, il marche normalement. À la sortie, il semble pressé, presque en train de courir. Dubois sortit son téléphone. Je dois immédiatement informer la procureure Beaumont. À la prison de Clairvaux, Marc Dupont fixait le plafond de sa cellule, incapable de trouver le sommeil. 36 heures. C'est tout ce qui lui restait si le miracle espéré ne se produisait pas. Les événements des derniers jours avaient ravivé des émotions qu'il croyait mortes depuis longtemps. L'espoir, bien sûr, mais aussi la colère. 10 années volées, sa réputation détruite, sa famille brisée. Un bruit de pas interrompit ses pensées. Henri Moreau apparut devant sa cellule. « Vous ne dormez pas ?» demanda le gardien-chef. « Difficile de dormir quand on compte les heures », répondit Marc avec un sourire amer. Moreau jeta un regard dans le couloir avant de s'approcher des barreaux. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir. Mercier a quitté la prison. Personne ne sait où il est. » Marc se redressa brusquement. « Il a fui ? Techniquement, il est en suspension administrative, donc libre de ses mouvements. Mais oui, il semble avoir disparu. Et le directeur est au courant. Il vient d'être informé. Des policiers ont été envoyés à son domicile, mais il n'y était pas. Marc passa une main tremblante sur son visage. S'il s'enfuit, c'est qu'il est coupable. Et s'il est coupable, ne vous emballez pas, tempéra Moreau. La procédure d'exécution est toujours maintenue tant que le ministre n'a pas accordé un sursis. Et pour ça, il faut des preuves solides. Dans les locaux du palais de justice de Troyes, Céline Beaumont recevait les derniers rapports. Le tableau qui se dessinait confirmait de plus en plus ses soupçons. Nous avons trouvé ceci dans les archives de l'administration militaire, annonça Maître Roussel en déposant un dossier sur son bureau. 3 semaines avant son meurtre, le colonel Rousseau avait rédigé un rapport préliminaire concernant des irrégularités dans les fournitures équestres. Céline parcourut rapidement le document. Équipro y est nommé explicitement. Oui, Rousseau soupçonnait des surfacturations systématiques et la livraison de matériel de qualité inférieure aux spécifications des contrats. Selon ses calculs préliminaires, le préjudice pour l'État S élevé à près de 1,8 million d'euros sur 5 ans. Un mobile solide, murmura Céline. Son téléphone sonna. C était le commissaire Dubois, l'informant de leur découverte des images de surveillance. Vincent Mercier à la caserne, entrant et sortant précisément pendant la fenêtre temporelle du meurtre, résuma Céline pour son équipe après avoir raccroché. C'est un élément crucial, mais pas encore suffisant pour un sursis. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, C était François Leblanc. Céline, j'ai la confirmation de l'existence du téléphone de Dupont. Sa femme a même retrouvé la facture de la coque personnalisée, une pièce unique, facilement identifiable. Excellent, cela corrobore sa version des faits, s'enthousiasma Céline. Mais il nous manque toujours l'élément déterminant. Si seulement nous pouvions retrouver ce téléphone. Au même moment, à la ferme des Merciers, les 2 frères chargèrent précipitamment une voiture. Leur plan de fuite prenait forme. Les passeports sont en règle, vérifia Pascal en feuilletant les documents. Une fois à Genève, nous aurons accès aux comptes offshore, de quoi vivre confortablement pendant des années. Vincent, occupé à ranger des armes dans un sac, s'immobilisa soudain. « Le téléphone » murmura-t-il. « Quel téléphone » demanda Pascal, fronçant les sourcils. « Celui de Dupont. Je l'ai pris cette nuit-là quand je l'ai vu dans le vestiaire. Je voulais juste vérifier s'il avait des preuves contre toi dans ses messages. Et tu l'as gardé » s'exclama Pascal, incrédule. « Pendant 10 ans ?» Vincent se dirigea vers une vieille armoire métallique dans un coin de la grange. Il en sortit une boîte en fer rouillé et l'ouvrit, révélant un Nokia avec une coque bleu marine portant le logo de la garde républicaine. « Je n'ai jamais pu l'allumer, il était verrouillé par un code », expliqua Vincent.
Je l'ai gardé comme assurance, je suppose. Une preuve qui pourrait nous envoyer en prison, s'emporta Pascal. Débarrasse-toi de cette chose immédiatement. Non, intervint une voix derrière eux. Je crois que vous allez nous le remettre. Le commissaire Dubois se tenait dans l'encadrement de la porte de la grange, son arme de service pointée vers les frères Mercier. Derrière lui, 6 officiers du GIGN en tenue d'intervention se déployaient silencieusement autour du bâtiment. « Ne bougez pas », ordonna Dubois d'une voix calme mais autoritaire. Vincent Mercier, Pascal Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du colonel Étienne Rousseau et pour fraude à l'encontre de l'État français. Pascal leva lentement les mains, son visage blême trahissant sa défaite. Vincent, en revanche, serrait toujours le téléphone dans sa main droite, son regard calculant frénétiquement les distances, les options, les issues possibles. « C'est fini, Vincent », murmura Pascal. « Ne fais pas ça ». Mais Vincent, dans un geste désespéré, lança soudain le téléphone de toutes ses forces contre le mur de la grange. Avant qu'il ne puisse atteindre sa cible, un des agents du GIGN plongea et l'intercepta en plein vol, roulant habilement sur le sol poussiéreux. « Moins impressionnant », commenta Dubois, s'avançant pour menotter Vincent, qui se débattait maintenant entre les mains de 2 agents. Lionel était champion régional de rugby avant de rejoindre le GIGN. De bons réflexes. L'officier en question se releva, présentant le téléphone intact au commissaire. « Un vieux Nokia », observa-t-il. « Ces choses sont incassables de toute façon. » Dubois plaça soigneusement l'appareil dans un sachet de preuves scellé. « Madame la procureure va être très intéressée par cette pièce à conviction. » Dans la cellule de Marc, le temps semblait être figé. 24 heures avant l'exécution prévue, il avait reçu la visite d'un aumônier qu'il avait poliment écouté sans vraiment l'entendre. Ses pensées étaient entièrement tournées vers l'enquête dont il ne savait rien, hormis les bribes d'informations que Moreau lui avait discrètement communiquées. La porte de sa cellule s'ouvrit, révélant le directeur Leblanc accompagné d'une femme qu'il reconnut comme la procureure Beaumont. « De Monsieur Dupont », commença Céline, « nous avons des nouvelles importantes à vous communiquer. » Marc se leva lentement, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'il ne l'entende. « Vincent et Pascal Mercier ont été arrêtés il y a 1 heure, » poursuivit-elle. « Nous avons retrouvé votre téléphone. » Un son étrange, mi-sanglot, mi-rire, échappa de la gorge de Marc. « Mon téléphone ?» Après tout ce temps, Vincent Mercier l'avait conservé comme trophée, j'imagine, expliqua Leblanc, le dégoût perceptible dans sa voix. Les techniciens de la police scientifique sont en train de l'examiner, ajouta Céline. Mais ce n'est pas tout. Nous avons des images de surveillance montrant Mercier entrant et sortant de la caserne des Célestins, précisément pendant la fenêtre temporelle du meurtre. Marc s'assit lourdement sur sa couchette, ses jambes soudain incapables de le porter. « Alors, c'est vrai, » murmura-t-il, « je vais être innocenté. Nous avons déposé une demande officielle de sursis auprès du ministre de la Justice, » tempéra Céline. « Avec ces nouveaux éléments, j'ai bon espoir qu'elle soit accordée. Mais je dois être honnête avec vous, la procédure administrative peut prendre du temps et l'horloge tourne. » Dans les locaux de la Direction générale de la police nationale à Paris, une équipe de techniciens s'affairait autour du vieux Nokia. Après avoir photographié l'appareil sous tous les angles, ils tentaient maintenant de l'allumer. « Batterie complètement morte, comme on pouvait s'y attendre », annonça Mathieu Cordier, chef de l'unité cybercriminalité. « Nous allons essayer avec une batterie compatible. » Après quelques manipulations délicates, l'écran du téléphone s'illumina enfin. « Verrouillé par code PIN », constata Mathieu. « Monsieur Dupont se souvient-il de son code ?» Leblanc, présent dans la salle, secoua la tête. « Il dit qu'il utilisait la date de naissance de sa fille, mais il n'est pas certain du format exact. Combien de tentatives avons-nous ? 3 avant que la SIM ne se bloque.
répondit l'un des techniciens. Mathieu réfléchit un instant. La fille est née quand? Le 17 juin 2001, répondit Leblanc en consultant ses notes. Essayons d'abord le format jour-mois, 1706. Le technicien tapa soigneusement les chiffres. Accès refusé. Format année-mois alors, 0106. Nouvelle tentative, nouvel échec. Dernière chance, prévint le technicien. Mathieu se frotta le menton, pensif. Les Français utilisent souvent le format jour-mois-année abrégé. Essayez 170601. Les doigts du technicien hésitèrent au-dessus du clavier. C'est un code à 4 chiffres, pas 6. Alors prenons les 4 premiers, 1706. On vient d'essayer ça. Non, corrigea Mathieu. On a essayé 1706. Essayez plutôt 0106 pour janvier 2006. Le technicien tapa les chiffres et tous retinrent leur souffle. L'écran s'illumina, affichant le menu principal du téléphone. « Nous sommes entrés !» s'exclama Mathieu. « Vite, sauvegardons tout le contenu avant que la batterie ne lâche. » Les techniciens s'activèrent, connectant le Nokia à un dispositif d'extraction de données. Pendant ce temps, Leblanc contactait Céline Beaumont. « Nous avons accès au téléphone », annonça-t-il. « Les techniciens extraient les données maintenant. »« Excellente nouvelle », répondit Céline. « Le ministre a reçu notre demande de sursis. Il attend justement des preuves concrètes pour prendre sa décision. » Et les frères Mercier. Vincent refuse de parler, mais Pascal commence à craquer. Il maintient qu'il n'était pas présent lors du meurtre, que c'est son frère qui a agi seul quand Rousseau a menacé de révéler leur fraude. À la prison de Clairvaux, Marc avait été transféré dans une cellule d'observation. Procédure standard pour les détenus à 24 heures de leur exécution. Malgré les bonnes nouvelles, le protocole suivait son cours implacable. Philippe Laurent avait obtenu une autorisation spéciale pour lui rendre visite, apportant avec lui des photos récentes de Tonnerre. « Il se porte bien », assura Philippe en montrant les clichés à Marc. « Il attend ton retour. » Marc caressa du doigt la photo de son fidèle compagnon. C'est grâce à lui que tout a commencé. Sans sa réaction face à Mercier, personne n'aurait jamais soupçonné la vérité. Les chevaux n'oublient jamais, confirma Philippe avec un sourire. Surtout pas les odeurs. Tu crois qu'ils vont réussir ? Demanda Marc, sa voix trahissant son angoisse. Le sursis, je veux dire, il reste si peu de temps. Philippe posa une main rassurante sur son épaule. Toute la France est en train de découvrir ton histoire, Marc. Les médias ne parlent que de ça. Le ministre ne peut pas ignorer les faits, pas maintenant. À Paris, dans le bureau du ministre de la Justice, se tenait justement une réunion de crise. Sur l'écran mural, les premières données extraites du téléphone de Marc Dupont s'affichaient, des messages, des photos et surtout un enregistrement audio daté du 12 avril 2013 à 22h47. « À lancer l'enregistrement », ordonna le ministre de la Justice, Robert Deschamps, son visage grave reflétant la tension qui régnait dans la pièce. La voix du colonel Rousseau, préservée depuis 10 ans dans la mémoire numérique du vieux Nokia, emplit soudain le bureau ministériel. Je sais tout, Mercier, les factures gonflées, le matériel de contrefaçon, les pots de vin. Tout est dans mon rapport. Une autre voix, que les experts avaient déjà identifiée comme celle de Vincent Mercier, répondit « Vous ne comprenez pas, mon colonel. Certaines personnes très haut placées sont impliquées. Vous ne pouvez pas simplement... Je me fiche de qui est impliqué. C'est de l'argent public, nom de Dieu. Elle est à paix pour des équipements de qualité pour ses chevaux, pas pour enrichir des escrocs comme vous et votre frère. » Des bruits de pas, puis la voix de Mercier à nouveau, plus basse, menaçante. Dernière chance, Rousseau. Déchirez ce rapport et nous pouvons vous offrir une retraite très confortable. Sortez immédiatement ou je vous fais arrêter pour tentative de corruption d'un officier. Un silence, puis des bruits de lutte.
Un cri étouffé, le son d'un objet lourd frappant plusieurs fois, puis le silence. Enfin, la respiration haletante de Mercier. « Merde, 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 Pascal va me tuer !» L'enregistrement s'arrêta brusquement. Dans le bureau ministériel, personne n'osait parler. Ce fut finalement Céline Beaumont qui rompit le silence. L'horodatage de l'enregistrement correspond exactement à l'heure estimée du meurtre par les médecins légistes. Marc Dupont avait dû activer l'enregistreur de son téléphone avant de quitter la caserne, peut-être pour documenter ses propres accusations concernant les maltraitances. Et le téléphone est resté dans le vestiaire, enregistrant accidentellement le meurtre, compléta Leblanc. C'est pour ça que Mercier l'a pris. Il ne savait probablement pas que l'enregistrement existait, mais il ne pouvait pas risquer que le téléphone soit retrouvé sur la scène de crime. Le ministre se leva, son visage marqué par la gravité de la situation. « Préparez l'ordre de sursis immédiatement », ordonna-t-il à son chef de cabinet, « et contactez le président. Il doit être informé avant que nous ne communiquions publiquement sur cette affaire. » Au centre de détention de Troyes, où les frères Mercier avaient été transférés, Pascal venait de écouter l'enregistrement, son visage décomposé par l'horreur et la résignation. « Je n'étais pas là cette nuit-là », murmura-t-il au commissaire Dubois, assis en face de lui. « Je savais que Vincent allait essayer de convaincre Rousseau d'abandonner son enquête, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. » « Mais vous avez aidé à dissimuler le crime », précisa Dubois. « Vous avez participé à l'élaboration de faux témoignages contre Dupont », Pascal hocha lentement la tête. Vincent avait des contacts dans la police. Il a manipulé l'enquête dès le début, orientant les soupçons vers Dupont, qui était le suspect idéal après sa dispute publique avec Rousseau. Et pendant 10 ans, vous avez laissé un innocent croupir en prison, condamné à mort pour un crime que votre frère avait commis. Les yeux de Pascal s'emplirent de larmes. Au début, je me disais que ce N n'était pas mon problème, que je n'avais pas tenu le marteau. Puis les années ont passé et... Comment revenir en arrière? Comment avouer après tout ce temps? À la prison de Clairvaux, les préparatifs pour l'exécution suivaient leur cours implacable. Selon le protocole, Marc avait été transféré dans la cellule d'attente spéciale située à proximité immédiate de la chambre d'exécution. Vêtu de la tenue réglementaire des condamnés, une chemise blanche simple et un pantalon gris, il attendait, oscillant entre espoir dévorant et terreur absolue. Le directeur Leblanc était parti pour Paris depuis plusieurs heures, laissant la prison sous la responsabilité de son adjoint, Bernard Kellermann, un homme à la réputation d'inflexibilité bureaucratique. « Monsieur le directeur, » l'interpella Moreau, « ne devrions-nous pas attendre des nouvelles de Paris avant de poursuivre les préparatifs ?»« Le protocole est clair, Moreau, » répondit Kellermann, sans lever les yeux des formulaires qu'il remplissait méticuleusement. Tant que nous n'avons pas reçu un ordre officiel de sursis, l'exécution est maintenue à l'heure prévue, 6 juin demain matin. Mais les circonstances exceptionnelles, les circonstances ne changent rien au protocole, coupa sèchement Kellermann. Si un sursis arrive, nous agirons en conséquence. En attendant, nous suivons la procédure. Dehors, aux portes de la prison, une foule grandissante se rassemblait. Des journalistes de toutes les chaînes nationales, des militants contre la peine de mort et des citoyens ordinaires émus par l'histoire de Marc, désormais relayés en boucle sur tous les médias. Des banderoles réclamaient « Justice pour Dupont » et « Libérer l'innocent ». Sophie Lemaire, journaliste vedette de France 2, s'adressait à la caméra devant les hauts murs de Clairvaux. Nous attendons toujours l'annonce officielle du ministère de la Justice concernant un éventuel sursis. Selon nos sources, une preuve accablante aurait été découverte, innocentant complètement Marc Dupont du meurtre pour lequel il a été condamné. L'horloge tourne.
Dans moins de 12 heures, si rien n'est fait, un homme innocent pourrait être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. À Paris, au ministère de la Justice, le processus bureaucratique se heurtait à ses propres complications. L'ordre de sursis, déjà signé par le ministre, devait suivre une chaîne de validation administrative avant d'être officiellement transmis à la prison. « C'est kafkaïen !» s'emporta Leblanc, faisant les 100 pas dans l'antichambre du bureau ministériel. Un homme risque d'être exécuté pendant que des fonctionnaires tamponnent des formulaires. La procédure existe pour une raison, tempéra Céline, bien que son propre visage trahît son anxiété. Un sursis d'exécution n'est pas anodin, surtout dans une affaire aussi médiatisée. Le président a été informé, annonça le chef de cabinet en sortant du bureau ministériel. Il soutient pleinement la décision de sursis et demande à être tenu informé des développements. Et l'ordre ? Pressa Leblanc. Où en est-il ? En cours de traitement au secrétariat général. Il devrait être transmis à Clairvaux d'ici. Il consulta sa montre. 1 heure, peut-être 2. 2 heures ? S'étrangla Leblanc. Pendant ce temps, Kellermann suit le protocole à la lettre. Le condamné est déjà dans la cellule d'attente. Au même moment, dans cette cellule austère, Marc recevait la visite de l'aumônier de la prison Père Mathieu, un homme au visage doux et à la voix apaisante. « Je sais que vous n'êtes pas croyant, monsieur Dupont, » dit le prêtre en s'asseyant face à lui, « mais je tenais à vous dire que beaucoup de personnes prient pour vous ce soir. » Marc hocha la tête, reconnaissant malgré sa détresse. « Avez-vous des nouvelles de l'extérieur, mon père ? On ne me dit rien ici. » Le prêtre hésita, puis sortit discrètement un petit transistor de sa poche. « Et ce n'est pas réglementaire, mais dans les circonstances... » Il alluma la radio à faible volume. La voix du présentateur du journal de France Inter emplit la cellule. Confirmer que l'enregistrement audio retrouvé dans le téléphone de Marc Dupont constitue une preuve irréfutable de son innocence. Les frères Mercier sont actuellement en garde à vue et, selon nos sources, Pascal Mercier aurait commencé à coopérer avec les enquêteurs. Le ministre de la Justice, Robert Deschamps, devrait faire une déclaration dans les prochaines minutes concernant un éventuel sursis d'exécution. Une lueur d'espoir illumina le visage de Marc, aussitôt tempéré par l'angoisse. « Les prochaines minutes pourraient être trop tard, » murmura-t-il. « L'exécution est prévue à 6 heures. Il est déjà 23h17, » compléta le père Mathieu en consultant sa montre. « La nuit va être longue, monsieur Dupont. » Mais l'espoir existe. La nuit avançait inexorablement vers l'aube. À 4h30 du matin, la prison de Clairvaux s'animait déjà, le personnel préparant méticuleusement les dernières étapes du protocole d'exécution. Dans sa cellule d'attente, Marc n'avait pas fermé l'œil, oscillant entre prières silencieuses et résignation. Au ministère de la Justice à Paris, François Leblanc et Céline Beaumont attendaient dans une tension insoutenable. L'ordre de sursis, enfin prêt, venait d'être transmis par voie électronique sécurisée à la prison, mais un problème technique empêchait la confirmation de réception. « C'est inadmissible », fulminait Leblanc. « Nous sommes en 2023 et nous ne pouvons pas garantir qu'un document électronique soit bien arrivé ? Les serveurs de l'administration pénitentiaire sont en maintenance cette nuit, » expliqua un technicien, le visage blême. C était programmé depuis des semaines. Le document a été envoyé, mais nous ne savons pas s'il a été reçu. Envoyez-le par fax, par coursier, par pigeon voyageur s'il le faut, explosa Céline. Un homme innocent va mourir dans moins de 2 heures. Le ministre, qui suivait la situation depuis son bureau, prit une décision. J'appelle personnellement le directeur adjoint Kellermann. À Clairvaux, Henri Moreau effectuait sa ronde, l'estomac noué par l'angoisse. En passant devant le bureau de Kellermann, il remarqua que la lumière du fax clignotait. Un document était en cours de réception. Il s'arrêta, hésitant. «
Ce n'était pas son rôle de relever les fax, mais un pressentiment le poussa à entrer. Le papier qui sortait lentement de l'appareil portait l'entête du ministère de la Justice. Moreau n'eut pas besoin de lire plus loin que la première ligne. Ordre de sursis immédiat, exécution Marc Dupont. Il arracha le document et courut dans le couloir, manquant de percuter Kellerman qui sortait de la salle de réunion. « Monsieur le directeur ?» Le sursis. « Il vient d'arriver par fax. » Kellerman saisit le document, le parcourant rapidement. Son téléphone sonna au même instant. Et l'écran affichait « Ministère de la Justice ». « Kellerman » répondit-il, sa voix trahissant sa nervosité. « Monsieur Kellerman, ici le ministre des Champs » annonça la voix à l'autre bout. « Je vous appelle personnellement concernant Marc Dupont. L'ordre de sursis a-t-il été reçu ?»« À l'instant, monsieur le ministre. »« Je l'ai sous les yeux. Bien. Cet ordre est effectif immédiatement. L'exécution est suspendue et monsieur Dupont doit être transféré dans une cellule normale sans délai. Est-ce parfaitement clair ? » ?»« Très clair, monsieur le ministre. Je m'en occupe personnellement. » Tandis que Kellerman donnait les ordres nécessaires, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la prison. Marc, encore dans sa cellule d'attente, ignorait tout de ces développements jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement, révélant Moreau au visage inhabituellement expressif. « C'est fini, Dupont. L'exécution est suspendue. » Marc se figea, incapable d'assimiler l'information. « Suspendu, vous voulez dire, le sursis est arrivé. » Vous retournez en cellule normale pendant que les formalités administratives pour votre libération sont traitées. Les jambes de Marc cédèrent sous lui et il s'effondra sur sa couchette, submergé par elle, émotion. 10 ans de cauchemar prenaient fin dans ce couloir anonyme, à l'aube d'un jour qu'il n'espérait plus voir. À l'extérieur de la prison, la nouvelle fut accueillie par des cris de joie et des applaudissements de la foule rassemblée. Les journalistes se précipitèrent pour transmettre l'information en direct, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient. Justice pour Dupont devint en quelques minutes le sujet le plus discuté sur Twitter. 3 jours plus tard, dans la salle d'audience solennelle du tribunal de grande instance de Troyes, Marc Dupont, désormais officiellement innocenté, écoutait le verdict du juge concernant les frères Mercier. De Vincent Mercier, la Cour vous reconnaît coupable du meurtre avec préméditation du colonel Étienne Rousseau. Vous êtes condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le marteau frappa, scellant le destin de l'homme qui avait volé 10 années de la vie de Marc. Pascal Mercier, la Cour vous reconnaît coupable de complicité après le fait et d'obstruction à la justice. Vous êtes condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Quand la séance fut levée, Marc se tourna vers Céline Beaumont et François Leblanc qui l'avaient accompagné. « Merci », dit-il simplement, un mot insuffisant pour exprimer la profondeur de sa gratitude. « C'est à Tonnerre qu'il faut dire merci », sourit Céline. « Sans sa réaction face à Mercier, rien de tout cela ne serait arrivé. » « Justement, » intervint Leblanc. « J'ai une surprise pour vous, monsieur Dupont, ou devrais-je dire, commandant Dupont. » Marc le regarda confus. « Commandant ? Le ministre de la Défense a examiné votre dossier. Non seulement vous êtes réintégré dans la garde républicaine avec effet rétroactif, mais vous êtes promu au grade de commandant. Votre ancienneté et 10 années de salaire vous seront versés intégralement. » Les yeux de Marc s'emplirent de larmes. La reconnaissance officielle de son innocence, la restauration de son honneur, signifiait plus pour lui que toute compensation financière. « Il y a quelqu'un qui vous attend dehors », ajouta Leblanc avec un sourire énigmatique. Sur le parvis du tribunal, une foule de journalistes et de curieux écarta pour révéler Philippe Laurent, tenant par la bride un magnifique étalon noir dont la robe luisait sous le soleil printanier. « Tonnerre !» murmura Marc, s'avançant comme dans un rêve. Le cheval hennit doucement, reconnaissant immédiatement son ancien maître. Marc s'approcha lentement, tendant une main que Tonnerre vint frotter de son museau velouté.
Il est à vous, annonça Philippe, officiellement. La garde républicaine vous l'offre en reconnaissance de votre loyauté et des épreuves injustement subies. Sous les flashs des photographes et les applaudissements de la foule, Marc enfouit son visage dans l'encolure puissante de Tonnerre, laissant enfin libre cours à ses émotions. Ce haine était plus des larmes de désespoir, mais des larmes de gratitude et de libération. « On rentre à la maison, mon ami », murmura-t-il à l'oreille du cheval. Une semaine plus tard, dans le pittoresque village de Giverny en Normandie, Marc s'installait dans une petite maison en pierre entourée de champs verdoyants. Le gouvernement, désireux de réparer autant que possible le préjudice subi, lui avait accordé une compensation substantielle qui lui permettait de commencer une nouvelle vie loin de l'agitation médiatique. Dans le pré attenant à la maison, Tonnerre galopait librement, sa crinière noire flottant au vent. Il s'arrêta près de la clôture où Marc l'observait, une tasse de café à la main. « Tu sais, » dit une voix derrière lui, « mon grand-père disait toujours que les chevaux sont les meilleurs juges de caractère. » Marc se retourna pour découvrir Delphine, son ex-femme, accompagnée d'une jeune femme qu'il reconnut à peine, Marie, sa fille, désormais âgée de 22 ans. « Nous avons pensé que tu aimerais de la compagnie, » expliqua Delphine, un sourire timide aux lèvres. « Si tu veux bien de nous, bien sûr. » Marie s'avança, hésitante. « Papa ?» Le mot résonna comme une musique aux oreilles de Marc. Il ouvrit les bras et sa fille s'y précipita. Par-dessus son épaule, son regard croisa celui de Tonnerre qui les observait tranquillement, comme satisfait de voir que justice avait enfin été rendue. Dans ce pré normand baigné de lumière, un homme, sa famille et un cheval extraordinaire commençaient à guérir ensemble, prouvant que même après les plus sombres injustices, la vie pouvait offrir une seconde chance.